Bonjour, bienvenue dans le podcast des Humagogues, le podcast des innovations d'utilité sociale avec des experts formateurs des Humagogues qui expérimentent de nouvelles méthodes ou redécouvrent des approches dans le seul but d'améliorer le quotidien des personnes qu'ils accompagnent. Le podcast des Humagogues s'adresse ce mois-ci aux professionnels du médico-social qui accompagnent de jeunes enfants et leurs parents. Dans ce podcast, Alexandra Després rencontre Marie Stevenard. Bonjour Marie. Bonjour Alexandra. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, merci. Je suis très contente de t'avoir sur ce petit podcast. L'idée, c'est un petit peu de présenter qui tu es et ce que tu fais. Parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît quand même. Alors, ça remonte à quand qu'on s'est rencontrés? Ça fait un bail, hein? Ça fait un bail. Ouais, ça fait presque 10 ans, je pense. Ouais, ce que j'allais dire. Ouais. Et on s'est croisés dans les conférences attachement, dans les formations attachement. On s'est spécialisés toutes les deux en parallèle. Et puis l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir parler un peu de ton expertise qui est quand même différente de la mienne, hein. Moi, je dirais que je suis plus sur les 0,3 et toi, tu as démarré là où je me suis arrêtée. Donc, on est complémentaires et c'est ça qui est intéressant. J'aimerais bien que tu prennes un petit peu de temps pour te présenter. Est-ce que tu veux bien présenter ton parcours ? Donc, moi, je suis docteur en sciences psychologiques et psychothérapeute. Donc, j'ai fait un doctorat sous la supervision d'Isabelle Roskam dans l'étude sur les enfants avec des comportements dits difficiles en âge préscolaire. Et dans ce cadre-là, je me suis spécialisée sur la relation d'attachement parent-enfant comme pouvant expliquer les difficultés de comportement. Et donc, dans ce contexte-là, j'ai pu développer une expertise dans l'évaluation de l'attachement. Donc, j'ai fait un certain nombre d'histoires à compléter avec le codage spécifique. Et je me suis aussi posé des questions sur comment est-ce qu'on peut évaluer l'attachement adéquatement à cet âge-là, donc chez les enfants d'âge préscolaire de 3 à 5 ans. Alors, après avoir fait cette thèse de doctorat, j'ai aussi travaillé toujours sous la supervision d'Isabelle Roskam dans la deuxième partie de son programme de recherche, qui était comment est-ce qu'on peut intervenir auprès des parents pour aider les enfants avec des troubles du comportement. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai développé une expertise dans le soutien à la parentalité. En parallèle de ça, j'ai eu une expérience clinique aux cliniques universitaires Saint-Luc, où j'étais psychologue dans le service de neuropédiatrie. Donc, j'ai rencontré de nombreux enfants avec des troubles du comportement, troubles des apprentissages, troubles envahissants du développement, avec beaucoup... Tout ce pourquoi les parents viennent en consultation chez nous. Exactement. Le panel était très, très large, donc avec surtout une visée d'évaluation. Donc, c'est pour ça qu'évidemment, je suis assez bien outillée dans tout ce qui est l'évaluation des comportements de l'enfant et de la parentalité, mais aussi un aspect un peu plus prise en charge, en tout cas à l'hôpital Saint-Luc. D'accord. Et puis, j'ai aussi travaillé à l'Atelier du Lien. L'Atelier du Lien, c'est une ASBL qui prend en charge les situations de séparation conjugale extrêmement difficiles, donc mandatées par les tribunaux, par les SAJ, les SPJ, toute la question des expertises, des guidances parentales, comment on reprend contact avec un enfant qu'on n'a plus vu depuis un temps certain, comment est-ce qu'on travaille, comment accompagner un enfant qui n'a plus de contact avec un de ses parents. Donc, une autre type de clinique que ce que j'avais pu faire jusque-là. Alors, en parallèle de tout ça, et de manière complémentaire, je donne des cours. J'ai donné des cours à l'Université de Liège sur tout ce qui était la clinique infantile, aussi bien les aspects d'évaluation que d'intervention. J'ai donné des cours à l'UCL. Et puis, j'ai donné aussi un certain nombre de formations, déjà sur cette question de l'évaluation de l'attachement, certainement, mais aussi comment est-ce qu'on accompagne les parents. Donc, voilà, moi, ma spécialité, c'est vraiment la résumer en 2 mots, je dirais attachement et soutien à la parentalité. Ok. Et alors, dans ce cadre-là, ce que je comprends bien, c'est que tu as un focus quand même sur la partie évaluation. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur l'importance de l'évaluation justement dans ce genre de problématique et qu'est-ce que ça apporte à la clinique d'évaluer correctement la dimension de l'attachement ? Alors, qu'est-ce que ça apporte à la clinique ? Je dirais que l'attachement, c'est quand même une relation fondamentale. Ça, je suppose que la plupart des gens en sont convaincus, une relation fondamentale pour le bien-être de l'enfant, pour son développement. Mieux comprendre comment l'enfant est attaché à son parent, ça permet aussi de mieux comprendre comment il fonctionne. Et ça va aussi nous permettre de mieux comprendre comment est-ce qu'il entre en relation avec nous, en tout cas dans l'espace thérapeutique, et probablement aussi par ailleurs. Donc, pour moi, c'est vraiment un très bon éclairage pour comprendre l'enfant vraiment dans la façon dont il va rentrer en lien et dont il va interpréter le monde. Est-ce que je vais interpréter le monde en me sentant digne de confiance et la personne en face de moi aussi, ou à l'inverse, plutôt, non, c'est bon, moi je me gère tout seul, ou à la fois, j'ai beaucoup besoin de l'autre pour m'en sortir. Ça permet quand même de bien saisir la façon dont l'enfant se positionne dans son environnement.
Donc, tu dirais que finalement, ça va avoir une influence sur le type de prise en charge qu'on peut proposer derrière? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense à ces petits enfants avec un profil d'attachement bien souvent évitant, qui ont vraiment du mal à investir l'espace thérapeutique, qui répondent par monosyllabes, ou des réponses très courtes. On a l'impression qu'ils sont pas vraiment à l'aise, mais ils vont pas non plus dire qu'ils sont pas à l'aise, comme d'autres qui vont absolument ne pas imaginer que le parent quitte la pièce pour la séance. Ces petits enfants évitants, il faut vraiment beaucoup de temps, beaucoup de patience pour rentrer en relation avec eux et qui nous autorisent et qui nous donnent accès à leur monde psychique, quoi. Donc oui, Donc, moi, je pense que ça influence vraiment, quoi. Donc, du coup, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas être sur des interventions qui sont des interventions à court terme, qu'il faut laisser le temps de la relation de se tricoter pour ces petits évitants. Tout à fait. Pas avoir des attentes trop rapides sur les résultats et du coup, accompagner les parents aussi là-dessus, je suppose. Tout à fait. Et puis après, oui, c'est des enfants qui sont tellement, enfin voilà, qui ont vraiment du mal à se déposer dans l'espace thérapeutique que oui, on ne peut pas imaginer que le travail va se faire vite en fait, parce que la relation est hyper importante. Alors dans ces cas-là, c'est très important de fonctionner avec le parent aussi. Moi, dans ces cas-là, je fais d'autant plus alliance avec le parent pour que, à tout le moins, l'enfant se dise, OK, si ma maman lui fait confiance à cette personne, j'imagine qu'il y a des bonnes raisons, mais c'est vraiment c'est une façon d'être au monde, hein, donc c'est pas un changement qui se fait comme ça. Et l'idée n'est pas non plus nécessairement d'arriver à un changement, c'est juste de reconnaître que cet enfant, avec son fonctionnement-là, ça ne sert à rien de le brusquer, ça ne sert à rien de lui poser 10 000 questions auxquelles, de toute façon, il va répondre par oui, non, et on n'est même pas sûr qu'il nous dit la vérité sur ce qu'il ressent profondément et ce qu'il pense profondément. Et en plus, c'est vrai que ces enfants-là, ça peut être challenging en consulte, hein, parce qu'ils vont nous mettre face à des silences, on a l'impression qu'on est tout le temps à côté de la plaque, ou que tout va bien et on ne sait pas pourquoi. Enfin, voilà, et ils nous disent que tout va bien, mais on sent que ça ne va pas, quoi. Je les connais, hein, ces petits loups-là, et c'est ceux-là où on se dit oh là là, mais qu'est-ce que je suis un mauvais thérapeute, j'arrive pas à saisir. On passe à dire qu'est-ce que je vais faire avec lui, sans avoir de réponse, et accepter qu'en fait, OK, ce qu'il nous montre, c'est sa stratégie d'attachement. Position basse, position d'alliance, attendre que ça vienne, lui proposer des choses simples qui ne sont pas confrontantes, parce que sinon on va directement enclencher les mécanismes défensifs et là c'est sûr qu'on ne va pas avoir grand-chose. Et toi, tu proposes quoi, par exemple, pour les engager? Pour les engager quand tu démarres. Moi, pour les engager, je suis très... je laisse venir, en fait. Donc, des activités de jeu libre, des dessins... Ouais, je laisse vraiment venir. J'essaie de respecter leur rythme encore plus qu'avec d'autres, en fait. D'accord. Et alors, avec des petits résistants, hein, de l'autre côté, en fait, hein, de la dimension de l'attachement, ceux qui ont vraiment toujours besoin qu'on soit là pour eux, qui ont vraiment besoin d'aide tout le temps, etc. Ceux-là, c'est quoi, en fait, finalement comment tu adaptes ta prise en charge pour ces petits loups-là? Ben, ceux-là, en général, déjà, c'est difficile de ne pas avoir le parent en consultation avec eux. Donc, en général, le parent doit rester parce que c'est impensable pour eux. Enfin, c'est invivable d'être sans leurs parents. Donc, moi, dans ces cas-là, j'essaie d'être plus dans le soutien à la parentalité, essayer que la maman agisse peut-être autrement pour que l'enfant se pose un peu plus, de laisser la place quand c'est nécessaire. Parce qu'en général, ils sont très fusionnels avec leur maman. Donc, essayer d'inclure, de soutenir le rôle du papa, par exemple, pour trianguler la relation. Tout à fait. Et dans l'espace thérapeutique, c'est des enfants qui, à mes yeux en tout cas, répondent assez favorablement au cadre. Ouais. Dans ce cas-là, je vais dire, OK, non, ça ne c'est pas comme ça. On a dit qu'on faisait comme ça, tu ne vas pas dans cet espace-là, c'est à moi. Et oui, c'est des enfants qui peuvent réagir assez bien à la mise de... On va plus les structurer. Tout à fait. Je trouve qu'il faut beaucoup plus les structurer. Alors qu'un enfant évitant, tu n'as pas besoin de le structurer, il ne bouge pas. Ouais. Très peu. À la limite, c'est quand tu commences à s'autoriser des choses, tu es plutôt content quand tu dois remettre. Tout à fait. Tu le laisses réunir toute ta cabine de consulte juste parce que ça y est, il se déploie, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, comment tu fais les liens entre tout ce qui est de la dimension finalement de l'attachement et de ce que tu évalues dans l'attachement et les troubles du comportement, voire les troubles des conduites Mais le lien que je fais, c'est vraiment une grille de lecture. Donc, une fois qu'on est formé à la relation d'attachement, on va pouvoir interpréter différemment un même comportement. L'exemple que je prends, c'est toujours le même. Tu as un enfant qui fait une crise de
qui semble faire une crise de colère dans un magasin, donc qui est par terre, qui se débat, qui crie, qui hurle, la première réponse qu'on va avoir, c'est « Oh mon Dieu, encore un enfant qui ne sait pas, qui est frustré, on lui a dit non, encore un caprice ». Certes, c'est possible. Et donc, par rapport à ça, tu vas avoir une réponse éducative « Non, maman a dit non ». Enfin, voilà, des choses comme ça. Alors que si on ouvre avec la perspective attachement, on va peut-être prendre un pas de recul en disant « Ok, qu'est-ce qui se passe pour cet enfant ? Ben tiens, peut-être qu'il a eu peur ou qu'il a peur parce qu'il n'a plus sa figure d'attachement disponible ou qu'il est perdu. » Et donc, ce n'est pas avec une réponse éducative qu'on va avoir quelque chose, c'est en lui faisant un gros câlin en tant que maman, en le rassurant sur le fait que oui, c'est vrai, maman était juste à côté, tu ne m'as pas vu, tu as eu peur, bonhomme. Donc, on va agir tout à fait différemment avec un comportement extérieur qui peut sembler identique, mais avec un regard attachement, on se dit, OK, en fait, c'est une expression d'un besoin d'attachement et ce n'est pas une réponse éducative qui va faire effet. Ça, c'est vraiment quelque chose de, justement, quand on y voit un peu plus clair sur le profil d'attachement, ben on peut aussi aller voir un peu les parents, comment ils réagissent aux besoins d'attachement de l'enfant. Les parents d'un enfant hésitant qui disent « Non, il se débrouille tout seul, très bien, mais madame, qu'est-ce qui se passe pour vous quand il exprime un besoin? Comment est-ce que vous répondez à ce besoin? Est-ce que vous pourriez faire autrement ?» Donc, c'est aller chercher une réponse attachement, alors que souvent, c'est la réponse éducation qui prend le pas. Alors justement, moi, je me dis, parce que tu sais, moi, je suis plus spécialisée des petits. Et chez les petits, on sait que les bébés ont 2 comportements défensifs. Ils ont le comportement de protestation, qui sont les signaux d'attachement. Dès que l'attachement est activé, ils vont mettre en route un tas de signaux pour essayer de récupérer la figure d'attachement, et notamment les pleurs, les comportements difficiles, etc. Et de l'autre côté, on a le retrait relationnel, dont on ne va pas forcément parler, mais pour revenir sur la question des signaux d'attachement, les comportements de protestation, je me dis qu'il y a peut-être une confusion entre comportements difficiles, troubles des comportements, etc., et en fait une hyperactivation et des Exactement, c'est tout à fait. protestations très importantes en termes d'attachement. Tout à fait, exactement. Je suis d'accord avec toi à 200%. Mais le problème, c'est que le problème, en tout cas l'état de fait est que dans la population actuelle, on parle peu de l'attachement. On va parler des troubles du comportement, on va apporter une réponse éducative, on va être dans le soutien à la parentalité, la discipline positive et blablabla. Mais parfois, c'est pas ça. C'est pas un besoin d'éducation que l'enfant a, c'est un besoin de pouvoir exprimer son émotion, être entendu dans ce besoin d'attachement, d'avoir une réponse d'attachement. Une réponse attachement, c'est tout sauf une réponse éducative. La réponse attachement, parfois, c'est pas forcément faire quelque chose, c'est juste être là. Tout à fait. C'est vraiment être dans la relation, en fait. Alors que l'éducation, les réponses éducatives, c'est encore autre chose. Donc, du coup, pour toi, le fait de t'être spécialisé dans l'évaluation et de vraiment pouvoir identifier chez les petits et peut-être même chez les un peu plus grands les profils d'attachement, la façon dont l'enfance est organisée en termes d'attachement, c'est vraiment un plus pour accompagner les familles dans la compréhension des enfants. À mes yeux, oui. Je n'imaginerais pas fonctionner sans ça. Et quels sont les retours des parents que tu as là-dessus? Qu'est-ce qu'ils te disent, les parents? Je pense que je n'aborde pas nécessairement les choses en disant explicitement on va travailler l'attachement. Je ne suis pas aussi transparente que ça. Donc, les retours, j'en ai pas de manière spécifique, mais je pense que les retours sont parlants. C'est les relations qui s'améliorent, l'ambiance familiale qui s'apaise, un enfant qui se sent mieux dans sa peau, son estime de soi est meilleure. Oui, c'est vrai qu'elle est reboostée, et aussi l'estime du parent. On sait qu'on répond mieux aux besoins de son enfant, ça fait du bien, et on sait à quel point le sentiment de compétence parentale, il est déterminant pour les pratiques. Donc, ça a aussi rentré dans une boucle plus vertueuse quand on a pu travailler quelque chose autour de la relation d'attachement, quoi. Et dans le cadre des divorces ou des placements, en quoi pour toi l'évaluation du profil d'attachement entre 3, 5, 6 ans, peut-être même un peu plus tard, ça te semble important? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Ça me semble important parce deux choses. C'est la disponibilité du parent qui est non hébergeant. Comment est-ce que l'enfant va gérer le fait qu'il n'est plus, maman n'est plus disponible tous les jours ou papa n'est plus disponible tous les jours? Comment est-ce qu'il va réguler ça? Qu'on a quand même tendance à penser avec certains résultats dans la littérature que l'attachement peut être mis à mal le temps une certaine sécurité peut être mise à mal quand il y a une séparation, et certainement plus quand il y a des conflits, parce que finalement, c'est les conflits qui sont plus embêtants que finalement la séparation, parfois en tant que telle. Et c'est aussi intéressant de savoir où l'enfant peut retrouver, où est-ce qu'il trouve une relation de sécurité qui lui permet de faire face aux choses compliquées. Évidemment, l'idéal étant qu'il y ait de la sécurité dans les deux cas,
Mais quand ce n'est pas le cas, c'est de savoir, OK, quand il est chez son papa, il est mis à mal parce que le papa n'est pas disponible, ou peu sensible, il ne répond pas nécessairement aux besoins de manière suffisamment spécifique. Mais par contre, voilà, quand il retourne chez maman, il a la possibilité de déposer tout ce qui a pu être frustrant quand il était chez papa. Alors aussi… L'inverse. Pardon ? Ou l'inverse. Ou l'inverse, tout à fait. Non, tout à fait. C'est stéréotypique ce que je dis, mais l'inverse fonctionne tout à fait aussi. Et évidemment, dans certains cas, quand il y a vraiment une réelle problématique d'attachement dans les séparations très, très conflictuelles, c'est pouvoir aussi objectiver en disant, écoutez, là, avec les tests que j'ai utilisés, il y a un attachement qui est désorganisé, qui est insécure avec ce papa, cet enfant est jeune. Oui, il faut peut-être limiter les contacts ou limiter les hébergements ou faire plus d'alternance. Il ne peut pas rester sans sa base sécure pendant 7 jours, quoi. Parce qu'on sait qu'il y a un lien avec un risque de psychopathologie. Tout à fait. Et ça, tu as des… Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les liens entre les attachements peut-être très insécurisés, très désorganisés entre 3 et 5 ans et puis le devenir développemental? On sait que c'est un facteur de risque. Donc, on sait que l'attachement désorganisé est un facteur de risque pour le développement de l'enfant, pour les troubles externalisés du comportement, donc ceux qui dérangent, ceux qu'on voit, agitation, opposition, provocation, tout ça. Donc, ça, c'est établi que l'attachement désorganisé est un facteur de risque. Donc, du coup, plus tôt on le repère, mieux c'est. Plus on comprend la fonction de ces comportements dits difficiles et plus on a de chances de pouvoir mettre en place… Tout à fait, d'enrayer la machine. Parce que c'est ça, un enfant qui a une difficulté, un attachement désorganisé avec un de ses parents, par exemple, ou avec les 2 parents dans certaines situations, après, ça peut avoir des impacts sur la façon dont il va rentrer en lien avec d'autres. Donc, quand il va rentrer à l'école, comment il va rentrer en contact avec l'institutrice, puis avec les pairs. Et c'est comme ça que des cercles vicieux peuvent se mettre en place. Donc, c'est un petit bonhomme qui est rejeté, qui a des comportements difficiles. L'institutrice ne le supporte plus, il est tout le temps puni, la relation avec l'institut n'est pas positive, les enfants le voient comme le perturbateur de la classe, personne ne veut être son ami, et boum, 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 une chose en amenant une autre, il y a des troubles d'apprentissage qui se mettent en place et plein d'autres choses, quoi. Donc oui, il vaut mieux souvent, les petits désorganisés, ils trinquent leur casserole avec eux, en fait. C'est ça. Ils font beaucoup de bruit partout. C'est vrai, tout à fait, c'est exactement ça. C'est pas marrant parce que même s'ils essayent de s'en dépatouiller et qu'ils font des efforts, ça ne tient pas, en fait. Non, et puis ces petits, ils ne savent pas faire des efforts. On peut souvent éducativement, on leur dit tu pourrais te comporter un peu mieux. Alors ils essayent, mais le problème c'est que quand le système d'attachement s'active, c'est incontrôlable en fait. On n'a pas d'autre choix que d'agir. Tout à fait. Donc une réponse éducative ne va pas avoir d'effet, l'enfant ne va pas obéir, ça va être encore pire, il va se prendre encore une xème remarque alors qu'il a peut-être fait tous les efforts de la terre, mais c'est plus fort que lui quand il est vraiment en proie avec son système d'attachement qui est beaucoup trop activé et qu'il n'y a pas de régulation dans l'environnement pour l'aider à s'apaiser. Ça, c'est sûr que… Oui, on voit bien l'importance de la dimension de l'attachement et de l'évaluation de l'attachement pour comprendre les comportements difficiles, puis plus tard, troubles des conduites, etc. Tout à fait. Et tu me disais au début là, que tu formais aussi, que tu donnais des cours. Quel est le retour de tes apprenants sur ces outils ? En général, les gens sont ravis. Donc, j'ai une petite anecdote. Il y a quelques temps, j'étais à un truc complètement dans ma vie privée. À l'époque, on pouvait encore sortir de chez nous, avant. Et je suis tombée sur une personne qui me dit « Ah, Marie, je te connais. » Moi, je suis là « Je ne vois pas qui tu es, mais certainement. » Et puis, elle se présente à moi. Elle me dit « Ah, j'ai participé à une de tes premières formations sur l'attachement. Et tu sais quoi, depuis lors, j'ai toujours mes Playmobil dans mon sac. » Donc voilà, ça faisait, je sais pas moi, peut-être 10 ans. À l'époque, on a appris à se connaître Alex. Ouais. Et voilà, 10 ans plus tard, elle est toujours avec ses Playmobil. Elle a quand même reconnu que le système de codage, elle l'utilisait plus, mais par contre, elle trouvait que c'était d'une richesse folle et que même si après, elle n'était pas l'utilisation du codage en tant que tel, ça l'indiquait quand même beaucoup sur le profil d'attachement. Je pense que les gens sont vraiment contents d'avoir ces outils-là en plus. Parce que dans les formations que je donne, moi, j'espère y arriver, d'être vraiment très concrète, quoi. Ouais. D'être vraiment dans un outillage précis, savoir comment utiliser le test pour que les participants… C'est une compétence, en fait. C'est Tout à fait. Qui construisent, qui vont pratiquer. Tout à fait. En œuvre, c'est pas de la théorie, quoi. Tout à fait. Et que ce soit directement utilisable, quoi. Pas te dire, OK, il faudra encore qu'après cette formation, je bosse 3 jours chez moi pour bien comprendre, bien intégrer avant de le mettre en place. Non. D'accompagner très vite le transfert à la pratique, quoi. Ouais.
Et si tu devais résumer pour toi, puis peut-être pour tes apprenants, en une phrase, ce que ça t'a apporté de maîtriser ces outils dans ta clinique, tu dirais quoi? Richesse, Ouais. ouais. De pouvoir tenir compte de l'âge de l'enfant, du type d'attachement à la maman, au papa. Oui, et puis vraiment, je sais que je prêche pour ma chapelle, mais ne pas tenir compte de la relation d'attachement, j'ai l'impression que c'est passer à côté de quelque chose d'essentiel dans le fonctionnement de l'enfant, quoi. Moi, dans mon expérience à moi, hein, c'est l'accès à une pensée complexe, pouvoir vraiment réfléchir sur la complexité des comportements Tout à fait, tout à et du fait. coup, désembobiner un petit peu cette complexité, pouvoir à la fois dans la guidance parentale, vraiment accompagner les parents à ce qu'ils comprennent, hein, parce que souvent pour eux, c'est assez énigmatique quand même ces comportements de leurs enfants. Et puis aussi pouvoir avoir un narratif pour l'enfant, lui expliquer comment il fonctionne. Et puis même par rapport aux enseignants, alors je ne sais pas si tu as ça aussi, mais par rapport à l'école, ça me permet d'avoir des mots pour amener les enseignants à s'apaiser aussi par rapport à des enfants qui sont un peu challengeants parfois. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est aussi l'attachement. À la fois, ça parle à tout le monde, mais personne ne sait trop bien ce que c'est, quoi. Mais par exemple, les aspects de psychoéducation, parfois, c'est très important aussi, quoi. Ouais. Pour que le parent décode mieux aussi les comportements de son enfant, quoi. Ok, il n'exprime pas de besoin, mais d'un point de vue extérieur, vous dites, ok, il est quand même tombé par terre, il s'est fait mal, ok, il chouine un tout petit peu, mais il vient pas vers moi. Ben, voilà, pouvoir travailler aussi la sensibilité du parent, dire, ben, vous avez l'impression qu'il n'a pas besoin de vous, mais c'est quasiment impensable qu'il n'ait pas besoin de vous du haut de ses 4 ans, alors qu'il vient de tomber, qu'il a eu peur, qu'il s'est fait mal. Allez vers lui et Même d'avoir s'ils ne cet demandent pas. aspect-là. Et aussi de pouvoir aussi soutenir chez le parent, à l'inverse, pour les enfants plutôt ambivalents. Votre enfant, c'est certes, voilà, il est proche de vous, ça a du bon, vous comprenez super bien votre enfant, même avant qu'il exprime un besoin, vous êtes déjà dans la réaction, mais à la fois, laissez-le vivre, laissez-le explorer. L'attachement, c'est ça, c'est certes système d'attachement, mais c'est aussi laissez-le, voilà, vivre, explorer son environnement avec votre œil de maman à distance, mais laissez-le sortir de la jupe, quoi. C'est les deux, hein. C'est à la fois soutenir l'enfant dans son exploration et d'en grandir, et en même temps être là quand il a besoin, quand c'est au-delà de sa capacité, pour le réconforter et ou le sécuriser. Et c'est cette balance-là qui est stratégique, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. De pouvoir trouver le juste équilibre, pas être que dans un, mais que dans l'autre, et d'avoir la flexibilité de pouvoir changer, d'adapter ses comportements. Maintenant, c'est le besoin d'attachement. Ok, ben voilà, je suis là. Je suis là pour moi maintenant, mais je suis toujours là, même quand tu es en train d'explorer. Je reste à distance, quoi. Et du coup, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton outil d'évaluation? Ben oui, donc mon outil d'évaluation, celui que j'ai le plus utilisé et que je propose dans la formation, c'est les histoires à compléter. Donc, c'est des petites histoires qu'on va présenter à l'enfant sous forme de Playmobil ou en tout cas de petites poupées. Et on introduit des débuts d'histoire et on demande à l'enfant de compléter. On le laisse venir avec sa réponse spontanée. C'est des histoires qui impliquent des récits de peur, de transgression, et de séparation et de retrouvailles, parce que les deux composantes sont importantes dans l'attachement, aussi bien comment on se sépare, mais comment on se retrouve. Et donc, c'est très gai à faire passer. Personnellement, moi, je trouve ça vraiment très gai à faire passer parce que... On joue. Pardon? On joue, en fait. Mais oui, c'est ça. L'enfant joue, il est content de manipuler la Playmobil la plupart du temps, sauf si c'est un profil évitant. Mais c'est agréable à faire passer, c'est relativement rapide. Hein, c'est pas un dispositif qui demande beaucoup de préparation ni beaucoup de temps à faire passer. En 25 minutes environ, c'est fait. Et alors, dans le cadre de la formation, je propose d'apprendre le système de codage en QSort. Donc, c'est un trait de carte où on va trier les cartes du plus caractéristique des récits de l'enfant au moins caractéristiques. Donc voilà, et dans la formation, je complète aussi avec des questionnaires, comment est-ce qu'on peut évaluer l'attachement, quel questionnaire on peut proposer aux parents pour évaluer l'attachement du regard parent vers enfant. Et après, pour les enfants un peu plus âgés, quand les histoires à compléter, ça marche à mon avis jusqu'à 8-9 ans, mais parfois on se dit, ok, avec lui, je ne le sens pas de lui proposer des Playmobil. Donc il y a des petits questionnaires qu'on peut faire passer sous forme d'entretien semi-directif. Et ça, je trouve que c'est aussi assez enrichissant parce qu'on part de petites questions où l'enfant doit situer ça me ressemble un petit peu beaucoup. Et après, on dit, tiens, dans quelle situation est-ce que c'était comme ça? Est-ce que tu sais me raconter quelque chose? Alors voilà, après, en fonction des profils, c'est plus ou moins facile d'avoir des élaborations sur base de ces questions.
Mais voilà, en tout cas, c'est un indicateur. Et alors, dans le cadre de la formation aussi, on a un aspect aussi sur la rédaction des rapports. Qu'est-ce qu'on fait avec ces infos-là, finalement, quoi. Et oui. Oui, et puis aussi la construction des plans d'intervention clinique. Tout à fait. De faire le lien avec l'anamnèse, de faire le lien avec la demande aussi, évidemment, bien sûr. Et puis décider quel outil clinique on va utiliser. Tout à fait. Alors, j'ai été un peu vite dans mon système de codage. Certes, il y a le tri de cartes, mais aussi un aspect qualitatif, quoi. Donc, dans ces histoires, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier? Est-ce que, je sais pas moi, chaque fois, la maman met en place des pratiques extrêmement contrôlantes, le papa est complètement absent dans le récit, l'enfant va aller chercher la figure, va aller chercher l'autre enfant de la fratrie. Enfin, vous voyez des aspects qui peuvent ne pas être pris en compte dans le tri de cartes, mais qui qualitativement, sont aussi très importants. Donc, il y a les deux versants, quoi. C'est pas juste un tri de cartes, mais j'accompagne aussi les apprenants dans qu'est-ce que je peux décoder du contenu tel qu'il est déposé et qui fait sens avec la demande, avec l'histoire de vie, avec l'anamnèse, ou en tout cas qui interpelle aussi par rapport au fonctionnement de l'enfant ou de ce que la maman a pu dire. Enfin voilà, des choses comme ça. Pour l'avoir fait passer un peu aussi, de temps en temps, on voit émerger des jeux un peu traumatiques, hein, avec des histoires un peu bizarres qui nous font dire que cet enfant-là, il a peut-être vécu des choses complexe et que c'est peut-être bien de retourner sur l'anamnèse avec les parents et peut-être creuser un petit peu. Oui, tout à fait. Pour pouvoir revenir en disant aux parents, tiens, dans le jeu, il y a des choses qui sont arrivées quand même 2-3 fois. Quel sens est-ce que vous donnez à ça? Est-ce qu'il y a un sens à avoir ou c'est juste l'imaginaire de l'enfant ou il y a quelque chose de plus profond? Et soit on tape juste, soit on tape pas juste. Hein. Ouais, en tout cas, c'est un super outil, hein, les histoires à compléter. Et c'est vraiment intéressant parce que ça fait vraiment le lien entre tout ce qu'on a développé dans la toute petite enfance, en périnatalité, évaluation des interactions, etc., dans lequel on a beaucoup d'outils. L'adulte, pour lequel on a l'adulte oui, tout à fait. Et puis entre deux, c'est un peu le vide, hein, quand même. Donc les histoires à compléter, c'est quand même un bon outil pour continuer à suivre les enfants sur cette dimension de l'attachement. Tout à fait. C'est super. Je te remercie. Merci Alex. Si vous souhaitez approfondir sur le sujet, Marie Stevenhart anime une formation Évaluer l'attachement chez les jeunes enfants. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site dumagogie.fr. Merci de votre écoute. Retrouvez-nous le mois prochain dans le podcast des Humagogues, les pédagogues centrés sur l'humain.